les équipements qui permettent de drainer les déchets, les ordures ménagères, les eaux ménagères, les déjections humaines, pardonnez-moi, en dehors de la ville. Les deux équipements sont liés parce que pour chasser les immondices dans les égouts, on a besoin d'eau. On peut dire que la question a été réglée en 40 ans. En 1854, je ne repasse pas l'illustration tout à l'heure que vous avez vue avec la pompe Notre-Dame. Grâce à des pompes héritées de la fin de l'Ancien Régime, on remonte de l'eau de la Seine et on la fait boire aux Parisiens qui, bien entendu, n'ont pas d'accès à l'eau, n'ont pas de distribution d'eau dans leur domicile, évidemment. 1854, c'est la date du premier mémoire sur les eaux du préfet Paris Haussmann, qui est fondé sur une alimentation de Paris en eau de source. À l'époque, il y a toujours un système complètement hétéroclite d'assainissement urbain, avec notamment des déjections humaines qui sont enlevées pendant la nuit par des vidangeurs, qui les emportent au déportoir de la Villette, d'où elles sont drainées vers une voirie de Bondy. 40 ans plus tard, 1898, Paris bénéficie de l'amenée d'eau de source située à plus de 130 km de Paris. Vous voyez ici l'un des équipements de captation des sources dans l'Yonne, la Bime de Surilly, les sources de la Vanne, une magnifique installation de la municipalité parisienne qui est, si vous voulez, mise en exergue dans un livre d'un élève parisien au début du XXe siècle, Paul Strauss, qui publie un ouvrage sur les réalisations de la municipalité parisienne dont elle peut s'enorgueillir. Donc, la Bime de Surilly fait partie de ces icônes du XIXe siècle parisien. Et Paris est doté d'un réseau artériel d'égouts avec des collecteurs qui emmènent les immondices vers des champs d'épuration agricoles très loin de Paris. Il y a en fait 3 points de provenance des eaux de source. Il y a des eaux qui sont amenées dès l'année 1865. Ce sont les eaux de la Duisse, les premières qui arrivent à Paris. Il y a ensuite celle de la Vanne, au sud, qui arrive à Paris, au réservoir de Montsouris, en 1875, et dont vous voyez ici l'une des sources. Il y a les eaux de la Vigne et du Verneuil, qui sont distribuées à partir de 1893, et celle du Loing et du Lunin, qui arrivent vers 1899. Pour amener ces eaux à Paris, l'administration parisienne a construit des aqueducs, des usines élevatoires, des siphons, des réservoirs, dans un climat de grande culture de service, parce que les agents restent extrêmement, ont un très grand devoir de réserve qui s'applique à eux-mêmes, pour par exemple ne pas parler des découvertes d'eau de source que la municipalité est en train d'acheter pour ne pas faire monter les prix. Cette course à l'eau est en fait une compétition entre les grandes villes européennes. En 1893, Paris a dépassé Londres avec 290 litres d'eau par habitant, dont 155 à Londres. L'hygiène, elle creusait de la beauté de l'architecture moderne du XIXe siècle. On voit ici un petit pavillon d'angle du réservoir de Montsouris qui apparaît comme une toute petite réduction des halles de Victor Baltard à certains égards, le fer, le verre, la beauté de l'architecture avec la lumière et les matériaux qui scintillent. Et ces réalisations, évidemment, elles ont énormément de facettes extrêmement riches sur le plan historique. Pour Eugène Belgrand, qui est le grand pionnier de tous ces ouvrages d'art,
Il y a une très très forte inclination en haut à gauche sur l'illustration pour les aqueducs de l'Antiquité romaine. Je crois que j'ai écrit dans mon ouvrage qu'il y avait une nouvelle modernité qui était nourrie par l'Antiquité romaine. C'est vraiment ça ce qui se passe, et c'est à la génération de Bechmann qu'on va un petit peu se dégager de ces modèles romains. Ensuite, on a tous les équipements dans les égouts, notamment ce bateau-vanne à droite sur l'illustration. Le réservoir de Montsouris en bas à gauche. Et puis, la très grande beauté des installations souterraines de la rue avec les égouts, et qui sont couplés en quelque sorte avec des installations, des plantations. On connaît aussi la richesse de la réflexion d'un Adolphe Alphand à l'époque en termes de plantation dans la ville. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que les plus grands esprits du temps se sont penchés sur ces questions de réseau, et c'est en réalité quelque chose de très émouvant. Et que, au moment où ces grandes installations sont lancées, c'est un véritable pari sur la connaissance qui est fait en matière de santé publique. Parce que, en 1854, au moment où les décisions sont prises d'amener les autres sources à Paris, on ne connaît pas les mécanismes de contagiosité des maladies. On ne sait pas que les maladies se propagent par des germes qui se promènent dans l'eau, dans les déjections et donc dans les égouts. On ne le sait pas au moins avec certitude. Mais certains ont des intuitions qui vont se développer avec une décennie très importante, la décennie 1860 et celle de 1870, avec des travaux importants sur la fièvre typhoïde qui commencent à montrer d'une manière assez claire le lien entre l'eau, les déjections et la contagiosité des maladies. Autres grands personnages qui se sont penchés, tels des faits, sur les réseaux de la vie moderne, Louis Pasteur, ce qui est connu. Louis Pasteur ayant hésité à conseiller la ville de Paris à procéder à l'épuration agricole, parce que est-ce que les germes allaient continuer à se développer dans la terre? Et, moins connu, le grand professeur Adrien Proust, le père de Marcel Proust, grand spécialiste, entre autres sujets d'hygiène internationale, qui conseille à la municipalité parisienne de faire le pari de l'épuration agricole. Au prix d'une gigantesque bataille politique ardemment menée par l'élu Ernest Deligny, la bataille de l'assainissement de Paris est finalement gagnée en 1894. Au total, le XIXe siècle est véritablement un siècle de renaissance, comme le montre cet essor extraordinaire des politiques d'hygiène, entendu au sens noble, celui de Louis Greenbaum, que l'hygiène concerne la vie d'une communauté. Et ce grand projet a été finalement une très grande réussite républicaine de la Troisième République. Merci pour ce bel exposé sur l'hygiène à Paris, en particulier sur les rapports entre l'hygiène et la beauté, l'hygiène de la salubrité et l'hygiène de l'assèchement. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit sur les questions d'hygiène et de beauté, et en particulier sur le fait que l'hygiène se manifeste dans l'architecture urbaine. Je pense que c'est... Et dans l'urbanisme aussi, parce que je pense qu'il y aurait aussi d'autres choses à dire sur Haussmann et sur Brelfand et toute cette question d'urbanisme
depuis Rambuteau jusqu'à Haussmann pour ce qui concerne les trottoirs, le pavage, le dépoussiérage, des choses comme ça. Et je rappelle, pour compléter tout ce que tu dis, c'est que le canal de l'Ourcq a été fait venir de l'eau à Paris pour dépoussiérer la ville avant de donner à boire, parce qu'il y avait déjà pas mal d'eau. Mais donc c'est des questions effectivement d'architecture urbaine qui reviennent. Merci. Donc, je vais passer la parole à la salle pour savoir si des questions. Merci. Deux courtes questions. La première, quelle est la relation entre les travaux de Parent du Châtelet et Eugène Delacroix, dont on dit qu'il est le père du réseau d'égouts parisien? Deuxième question, vous avez cité un certain nombre d'autres sources ramenées à Paris. Vous n'avez pas cité l'Arve. C'est peut-être parce que c'est intervenu plus tard. Merci. Je suis confuse, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu le nom du personnage qui est en lien avec Parent du Châtelet. Une personne que vous avez nommée, qui est très connue, Eugène Delacroix. Eugène Delacroix. Eugène Delacroix et Parent du Châtelet, à vrai dire, dans mes travaux, je n'ai pas vu de lien particulier entre eux. Il paraît cependant extrêmement certain que Belgrand connaît les travaux publiés de Parent du Châtelet, qui est de toute façon décédé bien avant que Belgrand soit actif dans la municipalité parisienne, et on sait bien aussi que Belgrand, avant d'être à Paris, a été dans plusieurs régions françaises, notamment dans l'Yonne. Belgrand, si vous voulez, ne peut pas ne pas avoir lu Parent du Châtelet, mais il ne fait pas spécialement référence à Parent du Châtelet. Une figure à laquelle Belgrand fait référence m'a beaucoup intéressée et alertée. C'est une figure assez mineure en fait de l'administration parisienne. C'est un ingénieur des mines qui s'appelle Achille Delesse, qui était spécialiste de l'hydrologie et qui avait l'intuition très scientifique que l'eau avait un rôle dans la contagiosité des maladies. Chose que Parent du Châtelet n'a jamais explicitement dite. Voilà. Mais c'est évident qu'on a affaire à des grands hommes qui se connaissent et qui lisent beaucoup. Votre deuxième question? C'était simplement pour savoir à quel moment l'Arve a été ramenée vers Paris. C'est la dernière génération. Je n'ai pas mentionné parce que c'est une source de moindre importance et c'est la toute dernière génération, donc ça n'a pas été fait par Belgrand ou par ses successeurs. Donc c'est les années 1880-1900. Mais en effet, c'est important, c'est un complément important au dispositif. Moins important que le lunaire? Je ne saurais pas répondre en termes de débit. Je pense que c'est... Non, je ne saurais pas répondre en termes de débit. Une question qui n'est pas technique. Je me suis toujours posé la question, c'est pour ça que je suis venu ce soir, comment, à travers les siècles, la notion d'hygiène a-t-elle évolué? Parce qu'on a toujours prétendu, et quand on le visite, effectivement, la civilisation romaine avait des thermes, avait des aqueducs, avait des égouts couverts. Et on se demande comment, à travers les siècles, on a reculé. Est-ce avec la concentration urbaine qu'on a perdu, jusqu'au château de Versailles, la notion d'hygiène? Comment se fait-il qu'on l'ait perdu pendant des siècles? Ou était-ce du simple confort? C'est une très très belle question. Quand j'ai fait ma grande recherche sur l'histoire de la municipalité moderne, qui était Paris, j'ai fait une partie de prolégomène sur l'hygiène du Moyen-Âge à 1788, qui est largement de la seconde main, mais évidemment cette question a été omniprésente et je ne pense pas qu'aujourd'hui je suis encore prête à y répondre, mais j'ai quelques éléments quand même. Voilà, je pense que tout d'abord,
l'époque romaine était une période de très grande civilisation, et je pense que la dimension grands hommes qu'on a rencontrée au XIXe siècle, elle existait évidemment sous l'Antiquité romaine, avec voilà, des conjonctions de disciplines qui faisaient il était rendu possible de mettre en vigueur des innovations techniques à une telle ampleur. Ça, c'est pas possible sans qu'il y ait une rencontre entre des grands hommes qui viennent de plusieurs terrains. Et ça existait pendant l'Antiquité romaine. Ensuite, je pense qu'il y a eu l'évolution de l'Europe qui a fait que les villes ont intégré des préoccupations défensives. Donc finalement, les fortifications, la défense de la ville, c'est devenu plus important que de donner aux habitants les moyens d'une vie décente. Ça, je pense que c'est très très important. Ensuite, il y a eu la période du Moyen-Âge pendant laquelle la religion, beaucoup d'auteurs le disent, je crois qu'il faut être très nuancé, mais ça existe quand même. La religion a joué aussi un rôle, la religion catholique, pour ne pas donner à l'hygiène la place qu'elle allait reprendre à partir du début du XIXe siècle. On sait par exemple, les médiévistes savent très bien, le disent aujourd'hui, que par exemple les bains au Moyen-Âge ont disparu parce que la religion finalement l'interdisait, parce que les bains étaient mixtes, les gens se baignaient dans des étuves, ils étaient nus, il y avait aussi quelques dérapages, si vous me permettez, et que donc la pratique des bains a disparu à cause de ça. Et la pratique des bains, par exemple, a commencé à renaître à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, probablement, mais ça, je suis sûre qu'André a aussi mis l'idée là-dessus, le champ des ingénieurs, le champ des architectes a été probablement par la nature de la commande mobilisé de manière moindre sur l'hygiène par le pouvoir. Et on voit quand même renaître des préoccupations d'hygiène au XVIIIe siècle chez certains architectes comme Blondel, dans des projets pour certaines villes, Cateau-Gondry. Voilà. Mais ça met du temps. Et André, moi, je souhaiterais que tu donnes aussi. C'est une question passionnante, à mon avis. Oui. Enfin, je partage ce point de vue-là. Je trouve que la question de l'hygiène, la question des termes de l'époque romaine, c'est plus une question de démocratie, une question politique qu'une question d'hygiène, dans la mesure où les termes, c'est le lieu où les hommes libres, c'est-à-dire ceux qui sont rentiers, c'est-à-dire qui sont électeurs, viennent discuter de la loi et de la démocratie. Donc c'est un lieu, les termes romains ce sont des monuments de la culture. Il y a des archives, il y a des salles de lecture, la bibliothèque, les eaux froides, les eaux chaudes, les eaux tièdes, etc. Donc c'est un véritable lieu. Et à la fin de l'Empire romain, il y a l'attitude individuelle fait qu'on se replie en cela beaucoup moins, et que la vie politique n'est plus beaucoup moins démocratique, elle est beaucoup plus sur l'autorité de généraux et de chefs locaux. Et puis donc les termes disparaissent, ce qui n'empêche pas de se laver, mais on se lave individuellement, mais donc plus collectivement. Et puis donc au cours du Moyen-Âge, à partir du XIe et XIIe siècle, il semblerait que les communautés juives jouent un rôle important dans la ville, parce que donc une femme juive, quand elle a ses règles, elle est obligée de se prendre un bain dans un lieu qui s'appelle le Mikvao, qui est situé donc à proximité de la rivière, et dans lesquels, effectivement, on a un certain nombre de références comme quoi il est interdit, par exemple, aux chrétiens d'aller de prendre le bain le vendredi ou tel jour de la semaine, etc. Et quand les Juifs sont expulsés du royaume de France, par exemple à Paris, à Troyes, à Rouen, etc., ces mikvaot deviennent des étuves et des bains médiévaux. Et ensuite, donc, au XIVe siècle, ces bains qui sont assez importants, il y a une trentaine de bains à Paris, par exemple, pour une ville qui fait autour de 200 000 habitants,
ça devient de plus en plus décadent, et il y a de la prostitution qui s'y met, etc. Donc l'Église interdit ça. Et puis donc à la fin du XVIIIe siècle, avec une renaissance de l'hygiène des pratiques du corps, fait que non seulement le bain devient hygiénique, mais en plus c'est un plaisir. Et puis donc et c'est des soins. Voilà, c'est des soins médicinaux tout à fait. plus ou moins scientifiquement prouvés. Tout à fait. Voilà, donc c'est mon... Quant à l'autre, pour répondre à monsieur sur la question de... Enfin, le compagnon de Parent du Châtelet, c'est Girard, qui fait partie, Pierre-Simon Girard, qui fait partie du conseil de salubrité, et qui a celui qui a mené Bourg-Cavaille, et qui est donc le... Mais c'est pas vraiment Girard, c'est autre chose, c'est un compagnon de Napoléon d'Égypte, il est aussi ingénieur des ponts José de l'ancien régime et non pas un brut technicien comme un Belgrand. Enfin, voilà, c'est pas... Il n'a pas la stature de... Parce que le Belgrand, c'est quand même un grand monsieur. Oui. Il est considéré comme le père du réseau d'égouts de Paris. Girard? Oui, Belgrand, oui. Mais celui qui a fait les premières topographies, les premiers, c'est Girard. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la très grande hauteur des bâtiments qu'il y avait même avant le 19e? Est-ce que c'était lié à une préoccupation d'hygiène ou bien est-ce que c'était simplement des modes d'architecture? Même les bâtiments du CNAM ont d'abord des hauteurs de 4 mètres, quand c'est pas plus. Est-ce que c'était lié? Tous les bâtiments publics du 19e, c'est sûr, c'était déjà... je sais pas. Vous parlez de la hauteur sous plafond ou de la hauteur totale? Oui, des hauteurs sous plafond. Vous parlez de quel type de bâtiment? Essentiellement, des bâtiments publics. Essentiellement les bâtiments publics, mais même les immeubles australiens, il y a aussi des hauteurs de plafond. Bon, écoutez, il y a plusieurs niveaux de réponse. Hein. Sur les bâtiments anciens, il y a en tout cas, est-ce que c'était fait pour l'hygiène quand on avait les bâtiments gothiques avec des grandes aérations, beaucoup d'air évidemment et de lumière. Si on va au couvent des Bernardins aussi, on voit que finalement les qualités d'hygiène sont là déjà à cette époque-là. Alors est-ce que les constructeurs de l'époque avaient vraiment l'hygiène en objectif? C'est pas tout à fait ça. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est qu'au XIXe siècle, un grand théoricien de l'architecture qui est Viollet-le-Duc, qui est quand même le père de l'école rationaliste à laquelle de Bodot se rattache aussi, a interprété ça, en effet, comme une intégration de l'hygiène dans l'architecture de l'époque, dont il fallait s'inspirer. Et l'architecture gothique, pour Viollet-le-Duc, avec cette arrivée de l'air et de la lumière, c'est un petit peu une icône, finalement, d'une construction intégrant l'hygiène. Voilà. Mais il y a quand même tout l'élément sacré, religieux, qui fait qu'on ne peut pas résumer les visées des constructeurs à l'hygiène à l'époque. Voilà. Mais dans l'interprétation, c'est certain qu'au XIXe siècle, on va beaucoup regarder ces constructions en disant finalement l'hygiène était là. Et on va ensuite un peu déplorer le fait que la qualité d'hygiène des bâtiments publics se soit, après l'architecture gothique, détériorée. Voilà. Ensuite, oui, dès le XVIIIe siècle, il y a des réflexions sur les articulations entre la hauteur des maisons, la largeur de la rue, en se disant finalement, il doit y avoir un certain rapport mathématique finalement entre la largeur de la rue et la hauteur des maisons pour qu'il y ait une certaine qualité d'aération dans la ville. Mais ça, on le trouve le plus clairement, historiquement, moi dans mes recherches, c'est dans les travaux, dans les rapports en fait de Chabrol de Volvic, donc au début de la Restauration, où en effet il affirme de manière très claire que finalement il doit y avoir un certain équilibre mathématique entre la largeur de la rue et la hauteur des immeubles pour qu'il y ait de l'hygiène dans les maisons.
Et il avance même l'assertion selon laquelle l'hygiène doit être garantie, un minimum d'hygiène doit être garanti à chaque Parisien grâce à cette configuration de la rue. Bon, maintenant, évidemment, Chabrol de Volvic ne parvient pas à raser Paris et à tout reconstruire selon des règles mathématiques de proportionnalité. Mais il écrit, et évidemment, après, ça fait son chemin. Et donc, après, évidemment, la largeur de la rue, la largeur de la rue et des boulevards, la proportionnalité avec la hauteur des maisons, tout ça, c'est des idées qui vont être menées à bien déjà par Rambuteau dans les premières réalisations, puis ensuite par Haussmann dans les grands boulevards, où là, évidemment, il y a une évidente manifestation de préoccupation de proportionnalité, enfin, un certain rapport entre la hauteur de la maison et la largeur de la rue, pour que tout simplement l'air et la lumière puissent rentrer à chaque étage, parce que c'est ça l'enjeu. Chabrol, c'est le préfet de police. Non, c'est le préfet de Paris. Ah bon? Oui. Mais sous le Premier Empire, c'est ça? Ah, il a fait plusieurs régimes, en fait, Chabrol. Il a fait le Premier Empire et la Restauration. Il a eu une longévité parce qu'il était tellement professionnel qu'on l'a gardé. Et il a surtout marqué par quoi là, c'est Chabrol, l'idée. c'est un homme qui a été extrêmement... il a eu mauvaise conscience dans un sens, parce qu'il a été quand même l'artisan des premiers partenariats privés dans l'urbanisme parisien. Il a été l'artisan de ça. Quartier de l'Europe, voilà. Et il n'a pas pu garantir le fait qu'il y ait notamment des équipements publics de proximité dans ces nouveaux quartiers qui étaient financés grâce à des fonds privés. On parle de ça dans les romans de Balzac, dans César Léventaux, par exemple. Et en fait, il y a des écrits de Chabrol à la fin de son mandat de préfet qui montrent que vraiment, dans un sens, il regrette. Je ne sais pas si c'est d'accord avec vous. Il regrette, il a l'impression de s'être un peu fait avoir comme préfet de Paris en ayant confié des quartiers entiers au privé, d'avoir pas pu finalement lever des fonds publics. Et à l'époque, la philosophie budgétaire est extrêmement malthusianiste. On ne fait pas d'emprunt, on n'augmente pas les impôts, on a une politique vraiment de petits rentiers dans la ville. Et donc, Chabrol ne peut pas lui-même faire de l'urbanisme. Mais il est un peu torturé à la fin de son mandat, et il affirme, en tout cas, une très très grande doctrine politique, à mon avis. Je l'ai écrit dans mon livre publié, ou ce sera publié dans le prochain, je ne sais plus, mais j'ai cité des passages de Chabrol qui montrent qu'il a une très très grande idée de l'hygiène publique et déjà de l'hygiène sociale. Mais il n'a pas pu le réaliser, faute de budget public. Par contre, il s'est intéressé aux écoles et il a été très attentif sur les questions des écoles. Voilà. Donc c'est à la fin de la Restauration, à la fin de son... Je voulais vous poser une question à propos de... Attendez, il y a des gens qui s'inscrivent, donc ça pourrait être bien. Ok, merci. Oui, dans l'avènement de l'hygiène, ça n'arrive pas non plus à n'importe quelle époque, ça arrive au XIXe siècle, à un moment où politiquement, économiquement, on va monter un nouvel ordre, cet ordre qu'on a appelé tout simplement le capitalisme, et l'hygiène est aussi un des facteurs qui est là pour promouvoir ce capitalisme, parce que les grandes épidémies, le choléra, la peste aussi a démontré que les quarantaines, ça gênait énormément l'économie, le transport de marchandises, la circulation des gens, des marchandises et des capitaux. Donc, c'est aussi un vecteur. L'hygiène n'est pas arrivée uniquement que pour le bien des gens, même si ça l'a très certainement servi. Mais
voilà, il me semble que c'est une question quand on parle d'hygiène qu'on a tendance un petit peu à laisser de côté. Oui, je vous remercie beaucoup de poser cette question. C'est vrai que, avant vous, si j'ose le dire, Michel Foucault lui-même a pu écrire que, dans un certain sens, les politiques sociales et d'hygiène du XIXe siècle, c'était finalement des systèmes qui préfiguraient les systèmes de répression et totalitaire du XXe siècle. Non, moi je pense simplement, en ayant beaucoup travaillé, lu énormément d'auteurs, de spécialistes, je pense qu'en histoire, la vérité n'est jamais circulée au long du mois. Hein. Vous avez plusieurs aspects. Tout à l'heure, j'ai montré, pour la cité Rochechouart, on a une évidente préoccupation de surveillance des ouvriers qui est présente. Le régime du Second Empire n'est pas très clair. Le régime du Second Empire, il est d'un côté génial parce qu'il donne des idées qui vont faire germe, mais il n'est pas clair du point de vue politique parce que lui aussi, il ne veut pas dépenser d'argent public dans l'hygiène. Alexandre Bourgeois-Dorval, c'est un aventurier capitaliste, en effet, qui n'a même pas réussi à faire fortune aux États-Unis. Il essaie de se rattraper avec l'hygiène, dans un sens. Hein. Et le comte Adrien de Madre, qui fait quelques logements ouvriers, c'est un peu aussi l'idée de est-ce qu'avec ça, on va pas pouvoir faire une spéculation capitaliste? Ça existe, ce que vous dites. Mais dans la longue durée, quand on garde une trame de grands personnages, de Jacques Tenon, on va dire, à Jules Siegfried, eh ben on voit qu'il y a quand même des gabarits assez, d'une part, encyclopédiques, qui parlent entre eux, qui, à partir de leur métier, font de la philanthropie. C'est un peu les trois caractéristiques qui les réunissent. Et ça dure jusqu'au début du XXe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnages troubles qui parsèment cette histoire. Votre exposé me fait poser une question assez voisine sur l'acceptation de ces grands travaux dans la ville elle-même, dans les quartiers. En effet, vous avez insisté sur le fait qu'on ne connaissait pas la cause des maladies. Au XVIIIe siècle, on disait c'était l'odeur pestilentielle prend les malades. Et bon, ça va bien curer un égout parce que c'est nécessaire, mais ensuite il a bien fallu l'étendre, ce réseau, n'est-ce pas? Donc passer dans des lieux où il n'était pas, se faire accepter. Et ma question est justement là-dessus, qu'est-ce qui a fait que, malgré cette méconnaissance, on a quand même accepté de faire bouger cette évacuation, que ça finit par être agréé, semble-t-il, alors qu'on sait que ces questions se posent jusqu'aujourd'hui. La tolérance aux nuisances, par exemple, de l'introduction des véhicules à moteur est variable jusqu'aujourd'hui, on ne le sait que trop. Merci. C'est une question extrêmement importante. Merci. Je pense que la réponse principale, en fait, elle tient en quelque chose de bon sens, qui est qu'à l'époque, on n'avait pas le même droit qu'aujourd'hui. Il faut quand même comprendre que pendant les grands travaux haussmanniens, il n'y a pas de réglementation du travail. Est-ce que vous pensez raisonnablement que ces grands travaux auraient pu se dérouler à la vitesse où ils se sont déroulés s'il y avait eu une réglementation du travail du type de celle qui existe aujourd'hui?